Bonjour à tous. Bienvenue pour cette session numéro 1. Je suis Bénédicte Tassard, je suis journaliste à RTL et donc j'ai le plaisir d'accueillir vos intervenants. Que restera-t-il du monde d'aujourd'hui? Quelles valeurs devons nous préserver coûte que coûte? Que deviendront nos systèmes politiques, nos systèmes juridiques, nos systèmes sociaux? Faut-il opter pour un conservatisme à tout crin ou accepter les métamorphoses de ce monde? Pierre Jacquet du Cercle des économistes va introduire ce débat. Et puis chaque intervenant aura quelques minutes pour développer sa pensée. Et puis nous prendrons tout de suite très vite vos questions dans la salle sur les quelques thèmes développés par nos intervenants. Mais d'abord Pierre Jacquet, s'il vous plaît. Merci Bénédicte, bonjour à tous. Comment penser l'avenir dans un monde en plein changement? C'est une question qui vient d'être abordée dans le grand amphithéâtre, où ils sont d'ailleurs probablement en train de terminer seulement les débats. C'est évidemment une question importante pour tous ceux qui ont des décisions à prendre et des stratégies à élaborer, comme d'habitude pourrait-on dire. Sauf que, et c'était tout à fait présent dans la discussion qui vient d'avoir lieu, nous sommes dans une période où l'incertitude semble s'être considérablement accrue, et l'incertitude qui comprend à la fois les risques connus et les risques mesurables, mais aussi tout un ensemble de situations qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut qu'appréhender indirectement. Il y a donc une incertitude fondamentale, et cette gestion de l'incertitude est au cœur de nos débats. Et nous avons dans ce panel à la fois des décideurs et des chefs d'entreprise dont j'imagine que c'est le quotidien de gérer l'incertitude. Et ce sera très intéressant de savoir comment ils s'y prennent dans la situation actuelle. Alors clairement, au vu de l'actualité, on a besoin, quand on travaille sur l'incertitude, de réfléchir à ce qui est permanent, à ce que l'on sait. Et au vu de cette actualité, on a envie de dire dès le début que ni les institutions, ni probablement le socle de valeurs auquel nous croyons ne peuvent être considérés comme permanentes. La mondialisation elle-même, comme système institutionnel régulant les échanges de toute nature, semble ne pas être permanente. En revanche, ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire l'interdépendance, ça c'est quelque chose qu'on peut penser permanent, dans la mesure où à la fois les progrès techniques, la facilité de déplacement, les échanges de toute nature, portent cette notion d'interdépendance bien au-delà de la façon dont on l'analyse à partir des institutions existantes. Et je crois que quand on réfléchit à la permanence, à ce qui est permanent dans le monde actuel, je crois que l'interdépendance, qui est en fait au cœur de la société, que ce soit au niveau national ou au niveau international ou interrégional, est probablement un point de départ très important. Or, avec l'interdépendance vient une tension irréductible entre coopération et conflit. Et en fait, dans ma petite présentation, je voudrais mettre l'accent sur quelques dialectiques qui me semblent permanentes. Donc, pas des choses très concrètes, pas des résolutions, mais des dialectiques, donc des tensions et des dynamiques. La première, c'est entre coopération et conflit. Et on peut considérer que l'ordre mondial qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale est une réponse institutionnelle à cette dialectique. Et en fait, au regard de l'histoire, ce n'est probablement qu'une parenthèse. Autrement dit, on ne peut pas considérer ce qui a été construit comme permanent, et on en voit aujourd'hui, en effet, quelques symptômes. Il est urgent de penser la suite, et penser la suite, c'est le dépassement de ce qu'on a fait en prenant en compte toutes les évolutions qu'il y a eu depuis. Et si on croit que les institutions sont permanentes, on fait une erreur qui peut en fait accentuer la crise, parce que du coup, on n'est pas capable d'anticiper suffisamment tôt les transformations nécessaires. Donc c'est une première tension, cette tension entre coopération et conflit, qui me semble représentative de tous les débats, y compris au niveau européen, et on peut analyser l'Union européenne de la même façon. Alors, cette dialectique elle-même, elle fait écho à une deuxième dialectique historique entre paix et violence. Et les travaux historiques, que l'on pense aux thèses d'Ibn Khaldoun ou à la vision weberienne du rôle de l'État avec le monopole de la violence, font apparaître cette relation indissociable entre violence et paix. On a besoin de violence pour établir la paix. Une fois que la paix est établie, on perd la capacité de penser la violence. Et du coup, on est plus vulnérable à la violence. Et je crains que la période actuelle soit une période dans laquelle on ne pense pas suffisamment cette interaction. Et c'est assez préoccupant, parce que si on croit que la violence est du passé, on fait probablement une erreur historique.
Et on le voit dans pas mal de régions du monde, et il est très important de réfléchir à comment maintenir cette permanence dont l'Europe a bénéficié, qui est de pouvoir vivre en paix pendant de très nombreuses années. C'est quelque chose qui demande du travail politique, et il est très important de ne pas l'oublier. Cette dialectique dont je parlais fait aussi écho dans le domaine économique à la dialectique entre stabilité et crise. Et c'est aussi pour moi quelque chose de permanent. J'ai toujours été fasciné par le fait que dès qu'il y a une crise financière, on analyse la crise elle-même et on cherche à lui trouver des raisons techniques. Mais quand on fait ça, on n'apporte pas d'explication au fait que ces crises sont récurrentes depuis de très nombreuses décennies, voire siècles. Et quand on lit les travaux d'un économiste qui était Clément Juglar à la fin du XIXe siècle, qui est l'un des premiers à avoir étudié les cycles économiques, il analysait les crises d'une façon extrêmement pertinente. Il observait que dès qu'il y a prospérité, on ne pense plus à la possibilité de crise. On croit que la prospérité est éternelle. C'est un peu comme la paix et la violence, si vous voulez. Et donc on s'endort, il y a une complaisance qui s'installe, une sorte d'aléa moral qui fait qu'on devient complaisant par rapport aux risques et on les laisse s'accumuler. Et donc on prépare la crise suivante. Et la crise elle-même remet les pendules à l'heure et permet de repartir sur une nouvelle vague de prospérité. On trouve ça de façon extrêmement forte dans Juglar. On le trouve dans d'autres analyses du début du siècle où on voit très bien que ces crises sont des périodes d'enthousiasme excessif suivi de désillusions tout aussi excessives. Et vous voyez bien que derrière cette mécanique, derrière cette dynamique, il n'y a pas de raison profondément technique. Il y a une raison humaine sur les comportements des individus et des sociétés. Donc tout cela conduit à mettre en exergue à la fois des éléments de permanence qui sont en fait ces comportements individuels et collectifs qui sont souvent fondés sur l'accaparement de la rente, la recherche de pouvoir et le maintien du pouvoir. Et il y a aussi des risques de confusion. Par exemple, on a tendance à analyser l'individu comme un être doté de raison. Oui, c'est vrai, mais on saute un petit peu vite sur le rôle de la raison. Et on a tendance, dans une logique un petit peu, je ne sais pas si vous l'appelez optimiste ou pas, à penser que la raison est la clé de l'accès à la connaissance ultime. Ça, c'est un peu une vision de fin de l'histoire. En fait, il y a des travaux très intéressants. Récemment, il y a un livre de Hugo Mercier et Dan Sperber qui s'appelle L'énigme de la raison, The Enigma of Reason, qui montre qu'en fait, la raison est utilisée pour avoir raison, ce qui est très différent. Ce n'est pas pour acquérir de la connaissance, mais c'est pour avoir raison dans la délibération, pour faire passer des arguments. Et je crois que ce rôle de la raison est aussi une des permanences. Ça vous explique pourquoi il y a cette tension aujourd'hui entre la vérité scientifique et le discours raisonné, qui parfois fait totalement abstraction de la connaissance scientifique. Et c'est quelque chose qui est très préoccupant, bien évidemment, mais qui rejaillit aussi sur notre propre vision de la science, qui est en fait, dans la Vulgate en cours, conduit souvent au déterminisme de l'action. On a envie que la science nous dise quoi faire. En fait, non, le vrai rôle de la science, c'est d'éclairer la délibération, c'est d'éclairer la prise de risque. Ce n'est pas de dire quoi faire, parce que dans le quoi faire, il y a toujours un élément de risque. Or, on est coincé dans une espèce de vision déterministe des choses qui, pour moi, n'est pas tenable à terme. Donc, la permanence ne peut pas résulter d'un déterminisme scientifique, sauf peut-être en ce qui concerne les grandes lois physiques, mais elle se construit dans la délibération démocratique. Et l'enjeu de la situation aujourd'hui, c'est de revenir aux valeurs auxquelles nous croyons. Et c'est fondamental. Moi, je ne sais pas comment aborder le débat des migrations sans partir des valeurs, sans vous dire que les migrants sont d'abord des hommes. Et donc voilà, quelles sont nos valeurs? Est-ce qu'on considère un être humain comme tout autre être humain ou pas? Si la réponse est oui, ça a une répercussion énorme sur la façon d'envisager l'immigration, quelles que soient, je dirais, les contraintes politiques. Il faut vouloir nos valeurs. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui manque, à mon avis, dans le débat. Et si on veut que ces valeurs auxquelles nous croyons, en tout cas il y a des groupes qui y croient, soient permanentes, eh bien, il faut construire cette permanence. Et c'est probablement tout l'enjeu de cette discussion. Merci. Pierre Jacquet, merci. Je vous précise qu'il y a des places un petit peu devant. Hein. Vous pouvez un petit peu avancer. Les gens vont se serrer. Devant, il y a pas mal de places. Je vais vous présenter nos intervenants. Pascal Lamy, professeur émérite de l'Institut Jacques Delors. Ming Pokai, à côté de moi, vous êtes fondateur de l'un des plus gros fonds d'investissement, 4T Capital, 3 milliards d'euros dispatchés dans des entreprises chinoises, françaises, allemandes, américaines, et j'en passe. Comment ? D'accord.
D'accord, vous êtes d'accord. Bon, parfait. J'ai eu chaud. Philippe Donnet, directeur général de l'assureur italien Generali, juste à côté de Ming Pokai. Jean-Frédéric Deleuze, vous êtes au bout, à côté de Monsieur Jacquet. Vous êtes donc président du directoire de la banque UBS France. Et Lucrezia Rachling, économiste, spécialiste de l'économie prédictive, dont nous allons bien sûr beaucoup parler au cours de cette session. Vous êtes à la London School of Economics. On va débuter avec Pascal Lamy. Pascal Lamy, qu'est-ce qui perdurera au-delà des bouleversements que nous vivons aujourd'hui? C'est un débat assez vaste. Quelle grande constante faut-il garder? Donc, nous commençons par les constantes. Alors, la première des grandes constantes qui perdureront dans le monde de demain, c'est que la France restera une grande nation footballistique. Et puis la deuxième des grandes constantes, c'est qu'il y aura toujours des gens sympas qui viendront en rencontre d'Aix pour s'aérer les méninges au lieu de regarder un match de foot. Donc ça, c'est les deux constantes à partir desquelles il faut réfléchir cet après-midi. Donc parmi les 15 ou 20 grandes constantes auxquelles je songe pour voir ce qu'il y a d'immuable dans ce qui nous attend, je ne vais en prendre que 3. Et puis je vais poser une question sur une quatrième. Les 3 premières sont assez largement déterminées par un facteur essentiel, les 2 premières en tout cas, qui est la démographie. La population du monde, nous le savons, atteindra 9 ou 10 milliards d'habitants dans les années 2030, 2040, 2050. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, quand nous serons 9 milliards, il y aura plus de la moitié de la population du monde qui aura quitté la pauvreté. C'est une constante, c'est un événement majeur, mais le fait qu'il y aura 5 milliards d'habitants de cette planète qui appartiendront à la classe moyenne à cet horizon est évidemment un facteur essentiel pour comprendre la plupart des évolutions qui nous attendent. La deuxième, et je n'y insiste pas tant elle est évidente pour tout le monde, c'est l'accélération du progrès technologique, la digitalisation, les biotechnologies, les nanotechnologies, l'intelligence artificielle, les robots. On en parle depuis bien longtemps à Aix, et on va continuer à en parler parce que ça va de plus en plus vite, et ça, c'est aussi une constante. La troisième et la dernière, c'est le basculement du monde, en ce moment vers l'Asie, et ce basculement est loin d'être terminé, et puis après, quand ce basculement-là aura eu complètement lieu, vers l'Afrique, c'est après, mais ça viendra, et donc notre monde va continuer à basculer géographiquement, démographiquement, et donc géopolitiquement et géoéconomiquement. Et ça me mène au point sur lequel j'ai une interrogation, encore que, comme l'a dit Pierre Jacquet, il faut répondre à ces interrogations pour agir, donc prendre le risque d'une réponse. Et évidemment, cette question, c'est est-ce que cette grande constante des 30 dernières années, qui s'appelle la globalisation, est-ce qu'on peut la ranger dans les constantes du monde de demain? C'est un thème sur lequel Jean-Hervé Lorenzi m'avait demandé d'écrire un petit papier dans les Échos ce matin, ce que j'ai très volontiers fait. Et ma réponse à cette question, qui est loin d'être évidente, car comme l'a dit Pierre Jacquet tout à l'heure, il y a une tension considérable et probablement de plus en plus considérable entre la géopolitique et la géoéconomie, entre la passion politique et la raison économique. Est-ce que, comme on pourrait le penser au vu de ce qui se passe depuis 1 ou 2 ans, en gros, depuis l'élection de M. Trump, qui est quand même un événement tout à fait extraordinaire et qui va totalement à rebours de ce que les 30 ou 40 décennies précédentes nous avaient appris, est-ce que c'est la passion géopolitique qui va l'emporter au prix d'un grand désordre économique et de conflits, comme souvent ça a été le cas quand la passion politique l'a emporté, ou est-ce qu'au contraire, la raison économique, les contrepoids, les habitudes, les marchés, le business, les consommateurs, est-ce que ce sont eux qui, finalement, dans leur rationalité et l'ensemble des choix économiques
et pour l'essentiel rationnel, pour simplifier, c'est une grande question. Ma réponse, pour ce qu'elle vaut, et je ne suis pas du tout sûr d'avoir raison, c'est qu'à terme, les infrastructures de l'économie globale mondialisée, sous la forme capitaliste que nous connaissons aujourd'hui, sont résilientes aux chocs géopolitiques. Les infrastructures l'emporteront sur des superstructures. C'est ce qui me reste de ma vieille culture marxiste. Merci. Philippe Donnet, vous souhaitiez insister sur l'Europe. Et l'Europe sera-t-elle une constante? On a parlé de Trump, mais là, on va parler de l'Europe. Est-ce que ça sera une constante dans notre futur? Merci, oui, moi j'ai souhaité... Il faut que j'allume ? Oui, c'est bon. J'ai souhaité insister sur l'Europe, d'abord pour des raisons personnelles, parce que moi je suis un Français qui travaille en Italie, donc j'ai une vision pas franco-française de l'Europe, d'une part, et d'autre part, je dirige un groupe international qui fait 70 milliards de chiffre d'affaires, qui gère plus de 500 milliards d'actifs, et qui est à la fois diversifié, beaucoup diversifié et pas assez diversifié, puisqu'on travaille dans pratiquement 40 pays, mais au final, on réalise 90% de notre chiffre d'affaires en Europe. Voilà. Donc l'Europe est à la fois professionnellement et personnellement un sujet extrêmement important pour nous. Le groupe Generali est le 3e groupe européen d'assurance, mais il est leader sur le marché européen. Donc nous, tout ce qui concerne l'Europe nous concerne de très près. Et la question, puisqu'on parle des constantes du monde, la question est importante. Est-ce que l'Europe est une constante du monde? Alors c'est en tout cas une vieille idée. C'est une idée qui remonte à très longtemps, qui remonte à l'Antiquité. Je dirais que l'idée d'Europe, elle existe depuis l'Empire romain. Et il y a eu beaucoup de tentatives, de versions différentes de l'Europe entre l'Empire romain et le traité de Rome. Vous voyez que Rome et donc l'Italie sont comme par hasard au centre de tout. Alors il y a eu des versions non démocratiques, des versions militaires, beaucoup d'Europe qui se sont très mal terminées. Dieu merci, aujourd'hui on est dans une situation différente. L'Europe d'aujourd'hui est une Europe qui, depuis le traité de Rome, est basée sur des valeurs démocratiques. C'est une Europe qui a su garantir la paix en Europe depuis 1945. C'est une Europe qui est une communauté de plus de 500 millions d'hommes et de femmes. C'est une Europe qui représente un marché unique, un marché commun pour les entreprises qui en profitent. Peut-être pas assez, mais en tout cas, dans ce jour où la liberté du marché mondial est menacée, où les barrières douanières s'érigent tous les jours un peu plus, avoir une constante qui serait un marché intérieur de 500 millions d'habitants, ça me paraît déjà un acquis très positif. L'Europe pourrait également être un marché du travail plus fluide qu'il ne l'est. On n'en parle pas suffisamment, ou alors quand on en parle négativement, on en parle comme une menace. Je veux dire, en France, par exemple, on parle du plombier polonais comme d'une menace, mais on n'évoque jamais les opportunités d'emploi qui sont offertes partout en Europe pour les travailleurs français, par exemple, ou pour les travailleurs italiens. Et donc là, on a des progrès à faire. Donc l'Europe, c'est à la fois beaucoup d'avantages. Cela étant, l'Europe aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, est le lieu de crispation. En ce qui me concerne, je suis aujourd'hui dans un pays qui exacerbe ces crispations européennes, l'Italie. C'est le lieu de crispation parce que c'est le lieu d'insatisfaction forte. Et c'est ça qui conduit à l'émergence des populismes, à la croissance des populismes dans pratiquement tous les pays européens. Et dans certains pays européens, le populisme est suffisamment fort pour accéder au pouvoir. Et ça, c'est quand même une nouveauté. C'est une nouveauté.
Alors, des pays comme la France ont su l'éviter, d'autres pays n'ont pas su l'éviter. Et aujourd'hui, on est confronté à une situation politique assez nouvelle. Alors, est-ce que pour autant tout est fichu? Moi, je ne crois pas. On a quand même eu un coup de semonce extrêmement sérieux, c'est le Brexit. Il ne faut quand même pas le sous-estimer, il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas, et il faut justement se servir du Brexit, qui est un échec, pour éviter les prochains échecs. Donc il faut transformer cet échec en opportunité. On va en parler, oui. On en parlera. Donc moi, Churchill disait, puisqu'on parle du Brexit, l'échec n'est pas fatal, ce qui compte, c'est le courage de continuer. Donc, je crois que c'est un bon exemple. Alors je crois qu'aujourd'hui, il faut bien refonder, il faut bien réinventer l'Europe. On est au milieu du gué. Quand on est au milieu du gué, ben, il ne faut pas rester immobile, il ne faut pas reculer, il faut regarder devant soi et il faut accélérer. Donc le sujet, c'est bien d'accélérer. On va en discuter. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va accueillir Lucrezia. Lucrezia Reichling, vous faites donc des prévisions. Hein. Quelles prévisions peut-on faire à 20 ou 30 ans? On va regarder sur un peu plus du long terme. Un peu le long terme. Okay. Bon, good afternoon. I'm Italian and I live in London. I speak a little bit of French, but I will speak in English this afternoon if you don't mind. So I was told to do the boring part of this discussion. So how do modelers, forecasters think about predicting the future? And there is a lot about bashing forecasters. We have heard from Patrick Artus, don't have the faintest idea about what the future is going to look like, and modelers are the big losers of these last 10 years. We didn't predict the crisis, etc. In fact, in my business, I've been a forecaster in policy institutions and as a researcher, as an econometrician, but I also have a business where I forecast the present, not the future, because I think that that's the only thing that we can possibly forecast. And actually, forecasting the past is even more interesting than forecasting the future. But a lot of the questions that you have asked in the big session today and also this afternoon, the interesting questions are about the long-term forecast. 10 years from now, 15 years from now, 20 years from now. So let me just tell you how I think about the problem. I think that when you think about those horizons, so pretty far away from us, I think it's important to distinguish between trend, which is like permanent component of observable variables, long-term averages of many data points in time, and more short-term fluctuations, business cycles. Sometimes every 8-9 years we are hit by a crisis, or even shorter-term fluctuations. So when you're talking about the long term, we are really talking about identifying the trend. And here there is a paradox. We know that there is quite a lot of constant in the world. Pascal Lamy talked about demography. We know quite a lot about demographic trends. We know quite a lot also about institutions. It is true that institutions change, but they change very slowly. For example, the history of economics research point to the fact that if you had the bad luck to have been hit by Spanish colonization a few centuries ago, you are still likely to have a very bad institution and very unstable growth. So we know a lot about these things. However, even if we know a lot about these things, it's very hard to forecast the long term. So why is it so? Why this uncertainty? And okay, so the question from a statistician point of view is that it's very difficult to model the trend, to say what does it look like? Is it linear? It is something that changes once in a while? So this is really the questions of how persistent shocks are. What is the big effect of a war? Of what is if the World Trade Center is going down? What does it mean for the insurance company? For what? 10 years ago, 20 years ago, we were talking about this at lunch. So this is the uncertainty, it's a model uncertainty. So we don't know how to model very well at those frequencies. Why is it so? Because a trend is an average of many points of time, and we don't have enough observations
to estimate that and also to forecast. We need data to forecast the future. The only thing that economists have is the past. And if you want to forecast a very long moving average, we have fewer of those data. So this is where the uncertainty comes from. So does this mean that is it hopeless? What do we know after long research on these issues? Well, I would not really agree with Patrick Artus. Not everything is hopeless, but there is a contrast. We know quite, it's not too bad. Our long-term forecast for GDP per capita, for population, for productivity is not that bad. I will tell you what is the order of uncertainty that I believe is likely. How, on the other hand, we know very little about the financial crisis and inflation. Inflation, predicting those variables at long terms is pretty hopeless. Now, let me just give you an order of magnitude. For real variables, I'm talking here about US results, GDP per capita, if you were using a flexible model of trend and using data from 1901 to 1946 to predict 1947 to 92, there would be a 67% probability that growth would have been between 0.1% and 3.7%. Now, in fact, growth was about 2%, okay? So it was in the middle of this interval. There is uncertainty, quite bad, okay, if you want to make investments and so on, but not huge, okay? So we are talking about this kind of interval. This is from quantitative model. If you look at the historians predicting growth just after the Second World War, this was more or less, this judgmental forecast, more qualitative, it was more or less in that order of magnitude. People didn't know whether we were going back to the years of the Great Depression or, something really transformative was going to happen. Now, I don't really have time to go more deep into that, but if we look at what we forecast today for the next 25 years or 70 years, the uncertainty seems to be a bit smaller. And this is because in the last few years, we didn't have much volatility. In the last, post-war, we didn't have much volatility. But this doesn't mean that we can forecast, an atomic bomb, okay? If something like that happens, forget it, okay? We are, this is not our business, okay? But if the world is now going to be dramatically different from the past, and I'm saying dramatically, I'm giving some flexibility, I'm giving the model the possibility of being different, but not dramatically different. We are talking about, not huge uncertainty. Why is it so? Because GDP per capita is mostly influenced by population, and we know quite a lot about demographic and demographic transitions and so on. And also we know quite a lot about productivity and diffusion. Okay, not so much about the big discovery, but how long the diffusion is of the discovery. Now, what about inflation and stock prices? Well, the same numbers, the same type of exercises give you much, much wider intervals. And, for inflation, I can tell you that this may be interesting for Generali, in the next 25 years, inflation is going to be between 0.3 and 5.6, so quite a bit. So my forecast for the next 3 years is 2%, okay? But in the next 25 years, that's going to be pretty large. Stock prices, even a larger interval, 4.295. Why is this difference? Because inflation is determined by policy, and we know that it varies a lot, okay? So central banking, the attitude of politicians toward these kind of things. Expectations, we know very little about how expectations are formed. We know that there are deviations from rationality, but we don't really know how to model that. Risk premium, economists have no idea about risk premium. They only talk about risk premium, but they don't know, what moves risk premium. So everything we don't know, we call it risk premium. So, okay, so this is where a real uncertainty comes in. Now, let me finish with something about the business I'm in, which is forecasting the present rather than this very long-term horizon. Well, this is really when, rather than models, what really helps is data, okay? Because if you want to forecast what GDP is today, we don't have the data today, but we can actually exploit quite a lot of timely information in order to get a quite accurate current quarter GDP estimate. And we are quite accurate for real variables, less so for nominal variables, but quite accurate for real variables. And this is the new business for forecaster. Forecasting the present or the past, where the data, they are still very imprecise because of the lack of application. And this is quite exciting, but of course, the big questions are about the long term. I will finish here. Merci.
Ming Pokai, dans les grandes constantes de ce monde, vous misez sur les valeurs humaines. Je vais vous donner le micro. Merci. Merci de m'avoir donné le micro. Oui, j'ai un sujet vraiment qui, au fond, correspond très bien à ma façon de penser en permanence, parce que je cherche toujours à savoir qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui font ne changera pas. Parce que j'ai toujours une obsession avec le temps. J'ai toujours une obsession de dire qu'il faut que le temps travaille pour nous, pas contre nous. Donc pour que le temps travaille pour nous, je ne touche pas. Pour que le temps travaille pour nous, il faut que les choses soient constantes. Quand j'étais tout petit, dans mon village de Futian, un village de pêcheurs, mais non, il n'y a plus de pêche, j'ai regardé le chef de village est tout puissant. Donc après, quand j'ai agrandi un peu plus, je me suis aperçu, dans l'autre village, à côté, il y a aussi un chef tout puissant. Finalement, il ne peut pas gouverner au-delà de notre village, le chef. Quand je suis venu en France, fin 89, il y a presque 30 ans, très vite, j'ai compris que même le chef d'État, le politique est tout puissant, mais il ne peut pas gouverner au-delà de pays. Donc le chef d'État chinois, bon, il reste puissant en Chine, mais il n'est pas puissant en Europe, et que le chef d'État européen, il ne peut pas, ou Trump, il ne peut pas au-delà de la Chine, quand même, il faut qu'on soit d'accord. Donc je me suis aussi toujours fixé comme objectif perso, c'est être libre. Moi, quand j'avais un emploi du temps jeune, je me lève à 6h, 6h30, fais le footing après, etc., coucher à 10h, 10h30. J'ai dit tout pour la liberté. Donc si je veux être libre, ben, il faut trouver quelque chose qui casse les frontières, voilà, qui réinvente les frontières au-delà des frontières. Et c'est là quand, après travailler pour SEB, créé ma société, et il y a 12 ans, j'ai créé KT Capital. Et au départ, c'était vraiment, je ne voulais pas accepter que les Français ne réussissent pas bien en Chine. Je trouve que les Français me traitent tellement bien, ils méritent d'être aidés à mieux réussir en Chine. Et que les Chinois, quand ils viennent en Europe, il ne faut pas qu'ils perdent à cause de la langue. Il y a une telle proximité culturelle, il faut qu'ils viennent contribuer, qu'ils fassent comprendre aux Français qu'ils sont bienveillants. Donc on crée KT, au fond pas pour faire private equity, moi je ne suis pas l'homme finance, c'est pour aider les entreprises, entrepreneurs au-delà de leurs frontières et réussir. C'est aussi simple que ça. Du coup, j'ai lancé l'idée. Le premier investisseur, c'est des gens de SEB, parce qu'aujourd'hui, c'est marrant, dans cet amphithéâtre, il y a presque tout l'écosystème KT qui est là, mes investisseurs, mes collègues, mes entrepreneurs et presque ma famille, vous voyez, et Jean-Hervé en plus. Donc, je me suis dit, il faut faire ça. Et Groupe SEB, quand j'ai travaillé pour eux, il y a 20 ans, il était premier à m'aider. Après, ils m'ont introduit auprès des Mulliers. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a commencé. Donc, je l'ouvre le bureau à Shanghai, je l'ouvre le bureau à Paris. Et après, on se dit, il faut qu'on aide notre société à aller en Allemagne. Donc, on ouvre un bureau à Munich. Et j'ai dit, mais toute notre société portefeuille a tous un marché commun, c'est les États-Unis. À l'époque, je ne parlais même pas très bien l'anglais. Au lieu d'envoyer un jeune, je me décidé envoyer moi-même à New York, il y a 6 ans. Deuxième expatriation. Donc j'ai recruté David Robin, Mark Wood, ce sont les typiques américains. Et après, j'ai rencontré Denis Barrier à San Francisco. Ce coup-là, c'est un Français. Ça veut dire que petit à petit, commençons par un fonds de 60 millions d'euros, on se trouve à 3 milliards, on se trouve à 90 personnes, 7 bureaux, à Tel Aviv, à Paris, à Munich, à New York, à San Francisco, à Shanghai, à Pékin. Que ce soit nous sommes chinois, nous sommes français, nous sommes américains, nous sommes allemands, nous sommes israéliens. Et je me demande comment on se trouve tous ensemble, et harmonieusement comme famille. Et c'est là que je me suis aperçu, au fond, que nous sommes soit polytechniciens ou normaliens ou je ne sais pas quoi. En tout cas, on est tous les plus intelligents du monde, on est tous souvent raisonnés par logique. Mais au fond, j'ai trouvé un petit secret qui reliait les 90 personnes de KT, c'est la langue de cœur. Ça veut dire quand vous parlez cœur à cœur, la sincérité, il n'y a que ça qui traverse les frontières, qui traverse les individus, qui traverse la différence culturelle. Voilà. Donc j'ai emporté la valeur de mon village dans une organisation, soit disons moderne de KT, ça veut dire brotherhood, nous sommes de famille. Voilà. Et c'est ça qui a réuni
que je vois en 3 qualités et tu tolères mes défauts. Hein, Bruno, parfois tu fais 99% boulot, je fais que 1%, tu as l'élégance, considérer mon 1% valent ton 99%. Et au fond, quand je regarde notre société portefeuille, comme Pinduoduo, en 3 ans, Colin, un data scientist brillant, passé de 0, crée une société qui s'appelle Pinduoduo. Le modèle économique est simple. On regroupe pour acheter. Vous regroupez, pas moi. Vous regroupez tout seul pour acheter, pour trouver bon produit, bonne qualité. De 0, en 3 ans, aujourd'hui, presque à 200 milliards de RMB chiffre d'affaires par an. Deuxième plus grande plateforme e-commerce en Chine. 3 millions d'utilisateurs. Passer de 0 aujourd'hui à milliers de personnes. C'est une histoire jamais vue de telle croissance. Vous voyez? Et dans un monde qu'on parle beaucoup de changement, au fond, ce changement, il va continuer à accélérer. Ce n'est pas possible, vous ne pouvez plus gérer par process, par la culture corporate, par le process, dire je vais gérer la croissance de telle croissance. Comment vous pouvez gérer? Donc, au fond, il faut revenir toujours sur le terreau plus profond pour garder, pour créer les liens. Donc, au fond, avec Colin, qu'est-ce que je fais? Je ne parle jamais trop de chiffres avec lui parce qu'il y a l'équipe qui a été très brillante pour faire. Moi, chaque fois, je vais le voir à 9 h du soir. Je viens avec 2 bonnes bouteilles de vin, avec plein de snacks, de bons bouffes. Et je sais, ils bossent comme des dingues, comme des malades. Je leur demandé de faire un break. Rester, j'ai raconté des blagues, parfois réussies, parfois moins réussies. Mais en tout cas, ça crée des liens. Vous voyez? Mais au-delà de ça, entre les Chinois, mais entre les Français, vous voyez, dans ce salle, il y a un très grand industriel français qui est vraiment un grand ami aujourd'hui, un grand industriel, qui s'appelle Jacques Hachemroy. L'autre jour, je devais avoir un dîner avec lui à Pékin, mais finalement, je me suis aperçu que selon le calendrier chinois, c'est mon anniversaire. Et je voulais absolument retourner mon village, voir mes parents et mes 8 frères et sœurs. Et c'est vraiment au fin fond de la Chine. Hein. J'ai appelé, j'ai dit Jacques, désolé, je dois annuler le dîner. Au lieu de m'engueuler, parce que je ne suis pas quand même poli d'annuler un jour avant, il m'a appelé derrière pour dire qu'il annule ses rendez-vous et vient avec moi dans mon village. 3 heures de vol, il faut y faire. Et ma mère ne parle même pas mandarin, parle que dialecte. Et mes 2 sœurs ne sont jamais à l'école. Mais je peux vous dire, un lien comme ça, de cœur, de langage. Et je peux vous dire, Jacques Hachemroy, il peut me demander tout ce qu'il veut, moi je ferai sans hésitation. Voilà. Il n'y a que le langage de cœur qui compte pour moi. Merci pour votre optimisme. Je pense que le message est passé chez Valeo. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez, là. Allez-y. C'est le bon moment. Hein. Nous, on est là, on est témoins. Voilà. On va laisser la parole à Jean-Frédéric Deleuze. Vous, banquier, bien sûr, vous avez besoin de certitude pour votre métier. Hein. Oui, merci Bénédicte. Le thème de la fin de l'histoire, Francis Fukuyama en 92, semble aujourd'hui bien compromis. Populisme, protectionnisme, murs et barbelés, prolifération nucléaire, terrorisme d'État, pollution et disparition d'espèces. S'il y a métamorphose aujourd'hui, ce serait plutôt celle du papillon qui rentre dans son cocon pour devenir chenille. Et pourtant, paradoxalement, jamais les marchés financiers n'ont été aussi florissants, la richesse des riches aussi grande. Le CAC, le Dow Jones, ont pris 60% au cours des 6 dernières années. Le banquier, le financier, serait-il ignorant, inconscient ou aveugle? Ou plus simplement a-t-il des certitudes qui l'emportent sur le constat des incessants et brutaux changements du monde? Étant autour de cette table banquier de service, je voudrais partager avec vous mes certitudes de banquier, celles qui semblent construire les quelques constantes du monde face à ces grandes métamorphoses. Le métier de banquier s'accommode mieux de la continuité que des métamorphoses, de l'imprévisible ou des crises. Il aime domestiquer l'incertitude, tant il peut tirer profit de la volatilité. Mais la question que nous nous posons tous les jours, c'est de définir le prévisible. Sur la base de quelle certitude puis-je conseiller mon client pour qu'il fasse le bon investissement? J'aimerais aborder ce sujet sur 2 angles, l'économie et le droit. Pour ce qui concerne l'économie, j'ai eu la chance de rencontrer, il y a 20 ans, le plus vieux banquier de la Terre. Il s'appelait Lord Roll. Il avait travaillé avec Keynes et Churchill.
gérer le ravitaillement pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis le plan Marshall, et surtout accompagner Sigmund Warburg pendant des décennies. Et il nous a décrit sa vie de banquier dans le siècle, de crise en crise. La Banque Erstadt, le Mexique en 82, 94, la Thaïlande en 97, la Grèce presque tous les 20 ans, l'Argentine presque tous les 10 ans. À l'entendre, le progrès, la croissance, avait l'apparence d'une sinusoïdale à asymptote oblique. Ce postulat, beaucoup d'entre nous le considèrent comme largement fondé. Après la pluie, le beau temps. Et il fait toujours un peu plus beau, c'est le progrès et non le réchauffement climatique. J'en tire deux certitudes. La première, c'est celle du long terme, plus prévisible bizarrement que le court terme. Chez UBS, à chaque événement politique, Brexit, élection, nous nous livrons à un exercice particulier. Que va-t-il se passer dans le marché demain, la semaine suivante, 2 ans après? Et cette merveilleuse courbe en J nous permet de faire quelques profits immédiats sans préjuger d'un avenir plus certain. Vive la volatilité. Deuxième certitude, la confiance dans l'entrepreneur. C'est un euphémisme de dire qu'une entreprise est mieux gérée que l'État. Que dire d'une entreprise qui aurait pendant 30 ans un déficit de l'ordre de 20% de son revenu? Comme le disait Frédéric Bastiat, tout le monde veut vivre aux dépens de l'État et on oublie que l'État vit aux dépens de tout le monde. Je choisis donc l'entrepreneur, c'est-à-dire l'action plutôt que la rente, le non-coté plus que le coté, tant j'aime que l'entrepreneur soit maître chez lui. Le progrès du droit fait aussi partie des constantes. Le banquier a un compagnon immuable, c'est le juriste. Je ne pense pas que la prééminence du droit, la mondialisation du droit, soit altérée par les métamorphoses du monde. Faut-il rappeler ces juges américains qui, dans les premiers jours du mandat de Donald Trump, ont bloqué ses décisions sur la libre circulation des personnes? L'émergence d'un droit multinational relativement homogène, relativement bien appliqué, est une constante de notre histoire et elle est, dans ces temps de changement, un véritable progrès. J'en citerai deux illustrations, l'une positive, l'autre moins. La première, c'est l'extraordinaire travail mené par l'OCDE, relayé par le G20, pour moraliser les pratiques financières. Cet encadrement intègre et probe de la finance mondiale n'est certes pas encore totalement acquis, mais il permet d'envisager des règles du jeu de plus en plus équilibrées. Deuxième exemple, les États-Unis se sont dotés, grâce à la prééminence du dollar, d'un outil de police financière mondiale. La crise iranienne en montre l'efficacité. Il y a maintenant un shérif dans Main Street et il est armé. Autre constat, ce droit peut être réactif et efficace. J'ai le souvenir de la crise suivant la faillite de Lehman Brothers, où en France, une loi permettant à l'État de garantir la solidité des banques a été écrite, votée, validée et publiée en moins d'une semaine. C'est assez largement ce type d'outils législatifs partagés entre les différentes parties au G20 qui ont permis de surmonter une crise de liquidité sans précédent. Donc, en conclusion, dans mon métier de banquier, je me raccroche aux fondamentaux, j'aime la volatilité à condition de la domestiquer, je constate que le droit crée un environnement de plus en plus favorable, à même de m'aider à affronter les crises et les changements. Je pourrais plagier le guépard et dire qu'il faut bien qu'il y ait des métamorphoses pour que tout reste comme avant. Le tableau des métamorphoses fait peur, la vague de progrès technologique qui s'avance a tout du tsunami. Mais il restera des constantes. En guise de boutade, je dirais que si l'intelligence artificielle s'affirme, la bêtise naturelle a de beaux jours devant elle. La vraie peur du banquier, c'est plus que les métamorphoses du monde, ce qu'on appelle dans notre jargon le signe noir, le Black Swan, totalement hors du radar, totalement imprévu, profondément déstructurant. Cela arrive, les choses les plus inattendues se produisent parfois. Il arrive que la SNCF ne fasse pas grève les jours de départ en vacances ou que l'Allemagne ne gagne pas la Coupe du Monde de football. Bonne fin de match à l'équipe de France qui vient de commencer. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir donc lancé ce débat. On va prendre tout de suite des questions dans la salle. Si vous avez des questions sur ces grandes constantes qui peuvent traverser les crises et ce qui pourrait traverser les crises, nous sommes à votre disposition. Y a-t-il des questions? On peut faire de la philosophie, on peut faire du concret. Oui. Monsieur, on vous écoute. Bonjour, messieurs, dames.
Merci pour ces petits rapports qui étaient très intéressants. Une question m'interpelle. Je pense à l'indice de développement humain. On en a parlé plus ou moins d'une manière un peu détournée, hein. Mais je voudrais savoir un petit peu la relation qu'il peut y avoir avec les IDH. Je pense en particulier la part de l'alphabétisme dans le monde et la relation qu'il peut y avoir avec les métamorphoses du monde. Est-ce que cet aspect-là, faire croître l'IDH d'un maximum de pays, on peut imaginer que demain l'IDH soit bien plus élevé dans chacun des pays que ce qu'il est à l'heure actuelle, cela pourrait être un bienfait pour la métamorphose, pour les constantes du monde, pour les PIB, etc. Votre avis là-dessus, s'il vous plaît. Merci. Alors, qui veut répondre à cette question? Madame Reichling. Allez-y. Well, I mean, what we know is that the Human Development Index it is actually very correlated with GDP over the long term, but we also know that we have been much better at improving in education and basic health than in improving in GDP. So countries which are stuck in low growth, with the exception, of course, of China, India, and few very success stories, are still stuck in low growth. So that there is a correlation which is very strong. And of course, GDP is just a very bad approximation of welfare. We need to worry about all these other things. But paradoxically, we have been much better at health and education than at growth. That's a fact. Vous vouliez encore ajouter quelque chose? Monsieur Jacquet voulait ajouter quelque chose? Oui, merci. En fait, votre question est assez proche d'une question sur les inégalités. L'IDH reflète l'accès des populations à des caractéristiques du développement qui ne sont pas prises en compte dans le PIB, en tout cas pas directement, et notamment le rôle de l'éducation. Donc si on pense que le développement, ça veut aussi dire des populations plus éduquées, à ce moment-là, c'est un objectif extrêmement important qui a une logique presque indépendante, très complémentaire de la logique de développement du revenu, mais qui n'est pas la même chose. Alors, est-ce que ça fait partie des grandes constantes? Précisément, non, parce que il va falloir concevoir un effort considérable pour élever le niveau d'éducation et le maintenir, et éviter parfois de retour à des périodes obscurantistes, et il y a certains signes dans le monde qui peuvent inquiéter à cet égard. Donc je pense que ça doit être un vrai sujet d'attention, alors que ce soit l'IDH, comme vous le dites, ou simplement le niveau d'éducation, ou d'autres aspects de l'IDH, comme la longévité, l'accès à la santé, etc. Je crois que tout cela fait partie d'objectifs importants qui sont dans les objectifs de développement durable, et qui sont quelque chose d'extrêmement sérieux si on veut en effet préserver un certain nombre d'acquis de la prospérité passée. Monsieur Kay, il y a aussi des choses à ajouter. Oui, je trouve que toujours très intéressant qu'on traite ce genre de sujet d'une manière très urbaine. Très urbain. Pourquoi? Parce qu'on analyse et on se dit on va trouver une solution, on réfléchit. Au fond, je pense que notre monde a complètement changé. Il suffit de regarder dans les jeunesses. Souvent, parce qu'on dit que, voilà, un côté on prend, et l'autre côté, on travers les fondations, on travers plein de, soi-disant, initiatives ou gouvernementaux pour éduquer le problème de pauvreté. Et considérer la pauvreté en soi, c'est un problème. Mais au fond, quand on voit dans la jeune génération, il faut vous comprendre, je vois plus en plus de jeunes gens issus de familles, modestes, ils ne considèrent pas c'est un handicap. Et simplement, il a l'initiative, et comme aujourd'hui, au travers de la digitalisation, on a le moyen d'accéder. Donc avant, on considère un après l'autre, donc c'est comme tu collectes l'information, tu analyses, tu proposes, et après tu essayes. Aujourd'hui, tout peut devenir vertical, on peut le faire en même temps. Donc même les pauvres, même issus d'une famille lointaine, je ne parle pas moi, je parle de la nouvelle génération actuelle, que ce soit chinois, que ce soit français, que ce soit américain, africain, dès qu'il a de confiance, c'est ça qui est fondamental, je rejoins la question d'éducation, il peut résoudre eux-mêmes le problème. Donc le problème en soi, il ne faut pas qu'on le traite d'une manière urbaine, dire que c'est un problème, on va le résoudre, mais pour eux, ce n'est pas un problème. Il suffit de leur dire que ce n'est pas un problème. Pascal Lamy. Juste un mot pour dire que l'indice de développement humain des Nations Unies, comme le PNB par tête, sont des instruments de mesure.
La différence, c'est que aujourd'hui, l'IDH n'est pas un instrument de pilotage. C'est un instrument de mesure, mais le PNB ou le PNB par tête demeure le vrai instrument de pilotage politique. Et ce qu'on peut souhaiter, et je pense que ça finira par arriver, c'est que l'IDH, qui est beaucoup plus récent que ces autres modes de mesure, devienne petit à petit un instrument de pilotage. C'est clair que pour l'instant, ce n'est pas le cas, et d'un certain point de vue, c'est très dommage. Mais qui le mesure, cet IDH, alors, M. Lamy, vous pouvez nous dire, pour ceux qui savent? Il y a de très bonnes contributions statistiques qui tournent autour des Nations Unies, et personne n'a jamais dit que l'IDH était un mauvais instrument de mesure. Tout le monde dit que c'est un bon instrument de mesure. Et tout le monde dit que le PNB est un mauvais instrument de mesure. On n'en a pas encore tiré toutes les conséquences. Madame Reichling, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord sur le fait que donc tout ce qui est mesuré devient l'objet de l'action politique. Donc, c'est très important de mesurer des aspects de l'activité humaine qui n'est pas simplement de l'activité du marché. Ce n'est pas seulement l'index de qu'on a parlé, mais c'est aussi toutes les activités qui ne sont pas dévouées à la vente dans les marchés. Donc, même le secteur public, par exemple, et la productivité du secteur public est très mal mesurée dans la construction du PNB. Et donc, il y a eu un rapport, vous le connaissez, le rapport, c'était Sarkozy, non, qui avait commandé ce rapport. Donc, et c'est très important, effectivement, de commencer à utiliser ces mesures au fin de l'action politique. Ceci dit, c'est vrai que le PNB, it's very robust, okay? It's a very good index. It's very correlated with some of these things. So it's not something which is totally out of there, okay? So, I mean, I think it's good to keep your feet on the ground, okay? So, Philippe Donnet, à propos du développement humain. Oui, moi je trouve la question extrêmement pertinente parce qu'il ne peut pas y avoir de croissance durable si elle n'est pas inclusive. Et d'ailleurs dans nos pays riches, dans nos pays développés, où l'IDH est probablement très élevé en moyenne, il peut être à certains endroits élevé, très élevé, encore plus élevé, et à certains autres endroits extrêmement bas. Je prends un exemple assez connu, c'est l'exemple de l'Italie, où il y a une différence considérable entre le nord de l'Italie et le sud de l'Italie, qui d'ailleurs aboutit à des complications politiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Parce qu'en tant que chef d'entreprise, ce qui nous intéresse, c'est l'action. Alors, bien sûr, il y a l'action politique, pas toujours efficace, mais je crois que même au niveau des entreprises, on peut essayer de se mobiliser pour faire des choses. Alors, je vous donne très rapidement un exemple. Chez Generali, on a une valeur qui est importante, c'est l'engagement envers les communautés dans lesquelles on travaille. Et on a créé un réseau international d'entraide qui est ouvert à tout le monde, qui s'appelle The Human Safety Net. Et on a choisi 3 thèmes d'action. Et l'un des thèmes, c'est justement d'accompagner, dans tous les pays où on est présent, les familles extrêmement démunies sur le plan financier, sur le plan de l'éducation, sur le plan psychologique, et qui ont des enfants de 0 à 6 ans. Parce que la réalité, c'est qu'un enfant se construit entre 0 à 6 ans, et s'il a la malchance de naître dans une famille démunie sur tous les plans, malheureusement, sa vie s'engage assez mal. Donc on met en place avec des associations qui font partie de notre réseau des actions extrêmement concrètes pour accompagner ces familles dans l'éducation de leurs enfants. Voilà un exemple d'action concrète. Merci. Y a-t-il une autre question, s'il vous plaît? Monsieur? Attendez, on va vous donner un micro, monsieur. Et après, on prendra l'autre question. Oui, tout à l'heure, en introduction... Un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Pardon, oui, comme ça. Pardon, voilà. Oui, en introduction, Jean-Hervé Lorenzi a repris une pensée de Camus, disant que le monde démarre quand il y a dialogue. Et en même temps, ça, j'ai vraiment envie de l'associer tout à l'heure à ce qu'a exprimé Nung Poké, en parlant de la langue de cœur. Car en fait, je crois que c'est là qu'est peut-être les choses importantes, à côté de multiples raisons. Je crois que déjà le comportement humain donc, est essentiel. Et il me semble que dans ce qui est en train de se développer, on parle de plus en plus
du capital humain, de facteurs humains, et est-ce que ce n'est pas justement ça qui est fondamental, car finalement, si vraiment il y a ce travail humain et personnel, est-ce que ce n'est pas là que se situe tout simplement la créativité, l'innovation? Voilà. Monsieur Lamy, vous voulez commenter? On va prendre la question suivante, alors, si vous voulez bien. Monsieur devant. Madame. D'ici 20 ans, 9 milliards d'habitants et 5 milliards qui seront sortis de la pauvreté. Quid des 4 milliards autres? Est-ce qu'ils seront très riches? Non, j'ai cité ces données parce qu'elles me semblent une vraie constante sur 20, 30 ans, et qu'elles sont tellement énormes et tellement nouvelles qu'elles façonnent un monde nouveau. C'est beaucoup d'avoir 4 milliards sur 9 qui sont encore dans la pauvreté. C'est beaucoup moins que jamais dans aucun moment de l'histoire de l'humanité. Alors, c'est beaucoup trop, bien entendu, mais notamment sur le plan de la motorisation des économies, et aussi longtemps qu'on reste dans un système de capitalisme de marché globalisé, qui est quand même l'hypothèse centrale, je ne dis pas que c'est la meilleure, mais c'est l'hypothèse centrale, ça dit beaucoup sur le fait que ce capitalisme de marché globalisé va rester puissamment motorisé par la consommation, qui en est le carburant. Madame Reichling, vous confirmez un petit peu ce qui peut se passer pour les personnes de pauvreté? Je suis l'objectif. Allez-y. Oui, je suis tout à fait d'accord. Monsieur Deleuze? Non. Alors, on va prendre l'autre question, s'il vous plaît, monsieur, là-bas. On peut prendre des volets de questions. La session inaugurale a mis en valeur un certain nombre de risques. Je voulais poser une question à monsieur Jean-Frédéric Deleuze. Les taux d'intérêt sont bas, même historiquement bas. Est-ce que vous conseillez plutôt de maximiser l'effet levier, ou est-ce que vous pensez que les prémices d'une nouvelle crise arrivent? Et quelles seraient ces prémices? C'est peut-être la même question pour M. Denay. Je commence à répondre, alors, et M. Denay parlera après. D'abord, si je dois vous donner... Vous savez, ce qui est redoutable, c'est on vous dit toujours que la prochaine crise, vous la détectez quand votre chauffeur de taxi commence à vous donner des conseils sur la bourse. Donc, si je dois vous donner des conseils, je vous les donnerai à part. Non, je pense que, très clairement, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'éléments, et c'est le thème d'ailleurs de ces journées, il y a un certain nombre d'éléments d'instabilité qui émergent de manière... de manière un peu imprévue, et notamment une guerre commerciale potentielle, et que, alors que tout le monde, il y avait un consensus il y a quelques mois pour dire les taux vont monter lentement, mais vont remonter un peu parce qu'il faut sortir de cette période post-crise où les taux étaient très bas. Clairement, ce qui va se passer, le ralentissement de la croissance, etc., joueront sur les décisions politiques. Donc, je ne vois pas les taux remonter vite et fort. Mais voilà, est-ce qu'on est au seuil d'une crise si, là aussi, je prendrai une boutade, un merveilleux livre qui s'appelait « Le sapeur Camembert », où à la fin, on expliquait que les pompiers du village, qui s'appelle Gleux-les-Lures, étaient très bien parce qu'ils organisaient un entraînement la veille de chaque incendie. Donc, si nous pouvons, si je peux vous dire quoi faire en vue de la prochaine crise, je pense que je serai un très bon sapeur Camembert. Philippe Denay. Oui, alors sur les prévisions en matière de taux, de remontée des taux, je crois qu'il faut être extrêmement humble, parce que c'est ce qu'il y a de plus dur à prédire. Je parle sous le contrôle de Lucrezia, parce que finalement, personne ne l'a jamais prédit. Moi, j'ai eu la chance de travailler au Japon pendant quelques années, déjà dans le secteur de l'assurance vie. Et on avait fait, mon prédécesseur avait fait un certain nombre de paris et d'hypothèses de remontée des taux, et c'est pour ça qu'il a été mon prédécesseur. Donc,
Donc je crois que depuis d'ailleurs, les taux n'ont toujours pas remonté au Japon, parce que la réalité c'est qu'on peut imaginer, on peut comprendre pourquoi les taux baissent, mais on ne sait pas très bien pour quelles raisons, comment et de quelle manière ils vont remonter. Donc c'est quand même le schéma central des compagnies d'assurance et aussi des banques, même si les banques sont un peu plus exposées que les compagnies d'assurance. Donc je crois qu'il faut se préparer, enfin nous c'est ce qu'on a fait, on s'est préparé à vivre pour une longue période de temps dans un univers de taux bas. En ce qui concerne les conseils personnels, plutôt que les conseils boursiers de mon camarade banquier, M. Deleuze, je vous conseille un bon contrat d'assurance vie et je me tiens à votre disposition. Ming Pokai, quand je vous ai parlé un petit peu des tensions qu'il y avait, notamment des tensions géopolitiques qu'il y avait notamment entre les États-Unis et la Chine, vous avez balayé mon inquiétude d'un revers de la main en me disant que le business passait à travers tout ça. J'avais dit ça. C'est vrai, je trouve que ce genre de questions m'embarrasse parce que dans 3 ans, on ne parlera plus. Je crois l'année dernière, on avait posé une question sur Trump ou je ne sais plus quoi. Enfin, sachant que j'ai vécu à New York. Moi, j'ai vécu à New York 2 semaines à New York, 1 semaine en France, 1 semaine en Chine. Je pense qu'au fondamental, la force entrepreneuriale est beaucoup plus forte. On trouvera toujours le moyen, la force vive, saine, positive et sincère, trouve toujours le moyen de traverser les fumées, les grands fumées. Vous savez, les politiciens, ils sont extraordinaires, mais parfois ils sont moins courageux d'aller jusqu'au bout. Enfin, j'espère qu'ici, ils sont vraiment au sérieux, qu'ils arrivent jusqu'au bout. On verra bien qu'est-ce que le bain de sang, mais finalement, ça ne verra jamais. Je pense qu'à un moment donné, c'est une concession, et à un moment donné, il y a aussi des enjeux d'élection qui fait que tout ça, etc. Alors la Chine a l'avantage par rapport à les États-Unis, il n'y a pas d'échéance élection. La pression n'est pas la même. Donc quand vous avez un règle de jeu n'est pas le même, vous savez très bien qui va perdre, qui va gagner. Mais fondamentalement, je ne veux pas que les entrepreneurs, ni côté chinois, ni côté américain, et au fond, ce n'est pas que de guerre entre la Chine et les États-Unis. Il y a combien de sociétés américaines sont françaises ou chinoises, ou combien de sociétés chinoises, mais qui est derrière contrôlées par les sociétés françaises. Donc il faut, vous voyez ça. Aujourd'hui, votre verre d'eau, le mien, j'ai mis notre verre de l'eau dans le même seau, je mélange, je vous resserre exactement la même quantité de l'eau, Philippe. Mais votre verre de l'eau n'est plus le même que tout à l'heure, même si c'est la même quantité. Parce que dans le vôtre, il y a le mien, dans le mien, il y a le vôtre. Donc vouloir casser d'une manière unilatérale ce genre de choses, c'est pas très malin. Voilà. Et je trouve l'Europe, il y a un jeu, une opportunité inouïe. Moi, je trouve qu'il y a quelques grands industriels français, encore, ils sont dans la salle. C'est qu'il y a 10 ans, quand personne ne préoccupe les industriels chinois, ils sont allés travailler avec eux. Vous voyez, et les Chinois, il a beaucoup de défauts, mais il a une qualité, il se souvient toujours ce qu'ils ont été, et aujourd'hui, tous ces époques de petits industriels sont devenus leaders mondiaux. Vous voyez, donc quand on est au service accompagné, et au fond, tout ça, finalement, on trouvera toujours les moyens. Je trouve que le politique, sincèrement, je ne connais rien du tout. Je trouve qu'ils sont moins en moins puissants, surtout avec la jeune génération. Une autre question, s'il vous plaît. Madame. Oui, il y a une constante que vous n'avez pas évoquée, c'est le fait que près de la moitié de l'humanité est représentée par des femmes et que l'une des constantes du statut des femmes, et oui, il fallait bien que ça tombe, hein. Donc une des constantes de la situation des femmes à travers le monde, quel que soit le niveau de développement, c'est son statut inférieur. Quelle vision avez-vous de l'évolution de ce statut avant que nous ne fassions la révolution? Alors, qui veut répondre? Well, I think I will answer. Madame Rachline. You have to start. Okay, at least I'll start. Well, I think that we have to, well, I'm going to narrow it down. That's my role in this panel, okay? So that I think it's very important to, if we want to discuss about the future of women
I think we have to discuss about the future of work, because actually the labor force participation of women in developing countries is very high. It's much higher than in France, it's much higher than in Italy for sure, or in Germany or the US. And this is because for those women, work is a necessity. So the low labor force participation, female, in the rich part of the world came after the war. It came with, with wealth and with the fact that families were better off, and so that women could. So, but since the 70s, this has changed, and this is our generation, okay? So we are probably the first generation, we are the first generation of women for which work is a choice, and is a career choice, is part of our identity, of our pride, and so on. And so this has been a huge revolution. And it is very strange that we got stuck. Okay, so that at some point, okay, we entered the labor force, we became, part of the labor force with the same spirit as men, but all, the results says that at some point, women, they don't want to work too long hours, they make other life choice. And I think this is something that still has to be understood. It's not related to children, but is related to the fact of how we want to live. And so, for example, we choose overwhelmingly not to go into finance, but to go in other professions. These are the facts that come from, from labor force participation partners of women. So why is it so? So in a world in which work will be, more balanced, maybe women will have a higher choice. But this is not going to be linear, because it's also a problem of power, as you say. So we have to do the revolution, but we have to know, with what values, I think. And I think the way in which we have to do it is to reflect, in thinking about what kind of society, what kind of work, what kind of balance between work and free time. And this is related to the index of welfare that was mentioned before. It's not just GDP, right? Monsieur Jacquet veut compléter cette réponse. Merci. Oui, je crois que c'est une question très, très importante, et vous avez raison, madame. Les femmes vont continuer à représenter à peu près 50% de l'humanité, donc c'est un des facteurs permanents. Il y a certains pays qui ont cherché à s'en affranchir, et franchement, ce n'est pas un succès. Alors, je suis quand même... D'abord, l'accès au travail est une question importante, mais cet accès au travail ne s'est pas toujours traduit par un accès à davantage d'égalité entre les genres. Donc, il faut vraiment aller au-delà. Et moi, je voudrais simplement... je ne suis pas un spécialiste de la question, bien évidemment, mais je suis très gêné par la façon dont ces questions de genre sont abordées en général. On essaye d'expliquer que c'est important pour l'économie de donner davantage de droits aux femmes, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'elles doivent avoir davantage de droits, elles doivent avoir les mêmes droits que les hommes, point. Ce n'est pas une question d'économie. Et d'ailleurs, ce raisonnement économique est bancal, parce qu'on explique que les femmes se comporteraient mieux que les hommes. Mais une fois qu'on leur donne l'égalité, ben, qu'est-ce qui va les empêcher de se comporter comme les hommes? Donc on ne voit pas très bien à quoi ce raisonnement nous mène. Donc je voudrais bien que dans toutes ces questions de genre, on n'aborde pas le sujet sous l'angle économique, et franchement, je pense peu pertinent. En revanche, qu'on aborde sur le plan, je dirais, de l'éthique, de l'objectif humaniste, de l'objectif humain, ça me paraît une évidence que le traitement devrait être égal, et il faut arriver à comprendre pourquoi, jusqu'à présent, ça ne l'a pas été. Et là, on en revient au débat politique et au débat de pouvoir, et c'est quelque chose qui est très important. Monsieur Cai, vous voulez parler un petit peu de ce qui se passe pour les femmes chinoises? Oui, j'étais toujours étonné d'ailleurs, chez KT, ce n'est pas un secret. En Chine, notre équipe chinoise, la moitié sont des femmes. Et les deux principaux associés sont des femmes. Et c'est vrai, dans notre bureau à Paris, on a du mal à recruter des femmes. Et d'ailleurs, j'en ai fait même une question de principe avec nos associés français. Je ne comprends pas pourquoi, dans notre provision de finances, les femmes ne représentent pas. Pourtant, je trouve que les femmes, dans notre métier, ont un avantage vachement plus important que les hommes, sincèrement. Ils ont moins d'ego. Ils ont moins d'ego, surtout quand ils réussissent. Ils sont
assez fin. Et quand il y a des moments de tension, c'est vraiment bien avoir mixité. Voilà. Je ne dis pas que les hommes sont moins importants, non. Enfin, moi, je suis un homme. Donc, mais je ne comprends pas très bien en France pourquoi dans la sphère de leadership, il n'y a pas autant de femmes en Chine. Si vous allez dans le business, je ne parle pas politique, encore une fois, je ne suis pas politicien, mais dans la gouvernance business, quand une femme au pouvoir, ben, je peux vous dire, elles sont vraiment très très fortes. Allez-y, monsieur Donnet. Non, moi je trouve que c'est une question extrêmement importante, d'autant plus qu'effectivement le sujet est loin d'être limité au travail, au niveau de salaire. Il y a tellement d'autres sujets. On se réjouissait il n'y a pas très longtemps qu'en Arabie Saoudite, les femmes, c'est une grande victoire, ont le droit de conduire une voiture, mais il y a encore tellement de femmes qui n'ont pas accès à l'éducation, qui n'ont pas le droit de faire des études. Je veux dire, donc le sujet reste un sujet, et c'est un sujet majeur, et c'est pas uniquement un sujet d'entreprise. Nous, on fait chez Generali beaucoup d'efforts dans ce sens-là, et on a encore énormément de chemin à parcourir. Dans notre population des dirigeants internationaux, qui représente à peu près 250 dirigeants, on doit avoir 14% de femmes, ce qui est très insuffisant. Generali, il y a presque 200 ans d'histoire. J'ai fait rentrer l'année dernière, pour la première fois, l'histoire de Generali, 2 femmes au comité exécutif, 2 femmes sur 13 personnes. Donc, vous voyez le chemin qui reste à parcourir. Mais moi, je pense, on parlait Mingpo parlait des qualités des femmes. Moi, ce qui me frappe, c'est que les femmes, plus que les hommes, à mon sens, ont le sens de l'intérêt général. Et je trouve d'ailleurs que, pour une fois, les politiques sont plus en avance que les entreprises, parce que je trouve qu'il y a plus de parité dans le monde politique, et on voit plus de femmes chefs d'État que de femmes chefs d'entreprise. Alors, je ne suis pas du genre à tresser des couronnes de laurier aux politiques, parce que je pense qu'effectivement, souvent, les entreprises sont mieux gérées que les États, mais je trouve qu'en la matière, on a des leçons, nous, entrepreneurs, à prendre auprès des politiques, et je trouve que les femmes peuvent avoir une opportunité en politique de prendre le pouvoir beaucoup plus vite et beaucoup plus que dans le monde du travail, où le combat est encore important. Voilà, si certaines d'entre vous veulent réagir, vous n'hésitez pas. Hein. Madame ? Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour vos réactions qui sont très inclusives, donc ça fait du bien. Je voudrais partager une intuition supplémentaire et voir votre réaction par rapport à ça. Je trouve qu'on parle toujours des femmes en tant que force de travail et employées, et on oublie que 80% des décisions de consommation sont faites par les femmes. Que ce soit les femmes achètent les cadeaux pour leur famille, les femmes font des décisions pour les mariages, les femmes font les décisions de consommation pour toute la famille. Et quand on regarde en fait les produits qui sont sur le marché aujourd'hui, il n'y a pas du tout de réflexion pour adapter ces produits aux besoins en fait des femmes. Par exemple, je ne sais pas moi, les portes des immeubles sont trop lourdes pour une femme et peut-être pas. Peut-être suffisamment pour les hommes. Est-ce que vous pensez qu'il y a qu'il faudrait intégrer en fait cette façon de voir les choses dans notre économie? Alors, je pense qu'on s'éloigne un peu de notre débat, mais si vous voulez répondre, je pense qu'on est tous d'accord avec vous, madame, hein, mais je pense que, voilà, on va parler des grandes constantes de ce monde, et on reviendra un petit peu plus tard. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Monsieur? Bonjour, merci à tous pour votre présence. Je voudrais demander à Madame Reitling, quand elle avait parlé de GDP per capita, plus fort? Oui, s'il vous plaît. Ah, oui, d'accord. Bon, j'avais pensé de vous demander sur
l'image, mais il est bien fait. Alors, dans la première conférence, on avait parlé de les réseaux, de l'importance des réseaux dans ce monde qui est plus connecté que ça fait 20 ans. Et je voudrais vous demander si vous pouvez dire si vous prenez compte de ces relations et si vous avez quelques façons, quelques méthodes, quelques gauges in English, ways to measure it. I don't know if it would be better to ask you in English, but if you think I speak English and French, more or less. Okay. So, how do you measure it? And just another one, is it possible to have some idea or impression of big swans and measure them in advance? Okay. Madame Reichling, s'il vous plaît. Well, you can predict distributions, but you know the tail event, the big swans, are basically, it's very difficult to predict them, but just by definition. But I think that it is very interesting to predict risk. So instead of predicting the mean, you predict all the distribution. This is what you know. It is done now, not only in insurance companies and in banks, but also in policy institutions. For example, even for monetary policy, it's important to predict the distribution, you know, the distribution of an event rather than just. But you know, if you have big swans, these are very rare events, so that by definition unpredictable. For instance, measure the difference between negative financial events now and 20 years before. Like if there had been a banking crisis, let's say in Italy 20 years before. Well, according to there is some regularity, okay? For example, I can predict that there will be a crisis in Greece in 10 years from now, you know, and this is because we know a lot about institutions, actually. And we know that bad institutions lead countries to financial fragility and therefore to crisis. I wanted to know if you have a way to measure the difference between the impact that had the Italian savings bank crisis and the impact that has had, for instance, the Spanish savings bank crisis that has happened like 20 years later than the one that happened in Italy. So the impact that is... On va répondre brièvement, Madame, s'il vous plaît. On va conclure après. Yes, I mean, there are predictive models that are trying to link crisis, and there is also qualitative judgment, I think, in trying to understand why some countries react better than others to similar events. And this has to do with the quality of institutions. Monsieur Deleuze. Puisqu'on m'invite à commenter à partir des exemples que j'ai cités, je dirais que souvent, ce n'est pas tant la crise qui a des conséquences et qui peut avoir un impact qu'on peut mesurer que les remèdes. Et ce qui est très intéressant dans les crises récentes, et notamment dans la crise grecque, c'est d'essayer de mesurer si les remèdes qui ont été pris, qui étaient très inhabituels par rapport aux remèdes du passé, pour une raison toute simple, qui est que la Grèce n'avait pas de flexibilité monétaire, qu'elle n'avait pas de flexibilité, elle avait tout perdu en termes de budget et de capacité de finances publiques, et qu'elle avait un niveau de dette qu'elle ne pouvait pas abandonner, puisque la faillite a été... La faillite n'a été que partielle, du coup a appliqué des remèdes beaucoup plus violents, probablement socialement, que tout ce qui avait été pratiqué dans les crises de faillite ou de quasi-faillite précédentes. Et donc je pense qu'il faut faire peser la réflexion. Il y a des situations où on peut sortir d'une crise relativement facilement par de l'inflation, par du déficit, par des équilibres qu'on peut gérer, et puis il y a des cas, et c'était le cas de la Grèce, où on ne peut pas. Merci. On va laisser M. Pierre Jacquet conclure cette discussion. Merci. Je ne vais pas vraiment conclure, mais je vais peut-être retenir quelques messages qui sont nécessairement un petit peu personnels. J'en ai identifié 4.
Le premier, c'est la tension qu'a relevée Pascal Lamy entre la rationalité économique et la dynamique politique, sur laquelle j'ai un peu intervenu également. Je crois que c'est très important de garder en tête cette tension et surtout de ne pas croire que l'un entraîne l'autre. Autrement dit, on a souvent cru que la rationalité économique produisait de la sagesse politique. Je crois que c'est une erreur et historiquement on voit bien que le politique est libre de prendre tout un tas de décisions qui vont à l'encontre de la rationalité économique et on en a des exemples dans l'actualité très récente venant de très grands pays. Donc c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête et qui est un petit peu préoccupant. On pourrait dire aussi que l'Europe s'est construite sur cette idée que la rationalité de la construction économique créerait de l'union politique. Et on voit bien que ce n'est pas suffisant, il faut quelque chose en plus, qui est en fait l'envie de travailler ensemble, l'envie de dialogue, puisque pour reprendre un thème qui a été mis en exergue dans cette discussion. Donc je crois que ce qui est permanent, ce n'est pas vraiment la rationalité économique, c'est la tension entre rationalité économique et dynamique politique. D'ailleurs, on l'observe tous les jours en matière de commerce international encore, des décennies après, ça a été très très bien identifié. Bastia, que mentionnait mon voisin, M. Deleuze, sur l'État, est aussi fameux pour sa parabole sur les fabricants de chandelles, dans laquelle il imagine une pétition au Parlement français et il demande au Parlement de protéger la France de cette concurrence déloyale du soleil. Et il dit, mais comment vous n'êtes pas capable d'établir une loi qui implique de fermer les volets, de boucher tous les trous, fentes et serrures par lesquelles la lumière du soleil a coutume de pénétrer dans la maison, et la lumière du soleil est gratuite, donc pourquoi êtes-vous prêt à empêcher le textile étranger de rentrer sur le sol français sous prétexte qu'il est à moitié prix, et puis vous n'êtes pas capable d'empêcher la lumière du soleil de faire concurrence aux fabricants de chandelles, alors que lui, il fait rentrer une lumière gratuite. Donc ce débat sur le protectionnisme, qui était repris par John Robinson dans les années 30, dans lequel elle expliquait que répondre au protectionnisme par du protectionnisme, ça revient à bétonner ses ports parce que les ports du voisin sont bétonnés. Et c'est quelque chose qui est très très loin de la discussion politique. Vous voyez bien, même dans l'état actuel de la politique, on ne pense qu'à répondre au protectionnisme de M. Trump par des mesures de protectionnisme commercial. Et c'est une forte logique politique, c'est peut-être même une très forte logique tactique. Sur le plan économique, ça ne fait pas grand sens. Une fois que ces exportateurs sont pénalisés par le protectionnisme des autres, pourquoi en plus pénaliser les consommateurs en mettant des barrières commerciales? Donc vous voyez, ce débat, il est extrêmement intéressant et je crois que l'un des enjeux aujourd'hui, c'est de savoir comment répondre à tout cela, si on veut préserver en effet des valeurs de multilatéralisme, des valeurs de dialogue, et c'est un des sujets. Alors, le deuxième point que je retiens de ce débat, c'est l'importance de la prévision. Et j'étais content que Lucretia Rechine soit là pour nous parler de la prévision, parce que c'est un exercice extrêmement fécond. Et il y a d'ailleurs une histoire du risque écrite par Peter Bernstein qui s'appelle Against the Gods, qui explique comment, lorsque l'homme en est venu à être capable de penser le futur, et pour ça il faut des instruments de prévision, eh bien, il en est arrivé à s'affranchir des barrières que mettait la religion au développement de la prospérité. Et je crois que cette histoire est aussi extrêmement intéressante, à condition qu'on comprenne bien le rôle de la prévision, qui n'est pas de prédire l'avenir, qui est de guider la décision dans un contexte incertain. C'est des démarches entièrement différentes. Alors si maintenant on fait le lien entre la prévision et l'avenir tel qu'on l'observe après, alors on fait des tas de commentaires sur « Ah, on s'est trompé ». Mais quelle est la meilleure prévision? C'est celle qui est tellement crédible qu'elle amène des changements de comportement qui fait que ce qui était prévu ne se produira pas. Et c'est ce qu'on espère d'ailleurs sur le réchauffement climatique d'ailleurs. Donc je crois que réfléchir à ce lien entre prévision et action est beaucoup plus important que de se demander quelle est la capacité des économistes à prévoir l'avenir, qui n'est que assez fondamentalement inférieure à celle des météorologues, compte tenu du progrès technique. Alors, le troisième point, c'est précisément aussi cette façon que nous avons tous, et c'était même présent dans ce débat, on a tous envie de faire ça, de prendre position sur l'avenir et de dire, ben voilà ce qu'on pense qui va se passer. Pensons-nous que le multilatéralisme va survivre? Pensons-nous que... Mais ce n'est pas le sujet c'est quel avenir veut-on? C'est nous qui le faisons, l'avenir. Et donc, il faut sortir de cette tendance permanente au déterminisme qui est, à mon avis, une très mauvaise façon de préparer les décisions.
Et donc je crois qu'il faut reprendre confiance dans notre capacité à modeler l'avenir. Alors pas individuellement, mais collectivement. Donc le vrai enjeu aujourd'hui, c'est en effet, comme ça a été dit dans la première séance, de travailler avec ceux qui le veulent à préserver par exemple le multilatéralisme. Comment fait-on si on veut faire ça, quels sont les scénarios d'action à privilégier? Je crois que ce sont les débats qu'il faut avoir. Et pour ça, on peut souhaiter d'ailleurs que dans les univers universitaires, on accorde davantage d'importance à la science de l'action, comprendre comment la recherche et l'action se nourrissent mutuellement. C'est quelque chose qui est encore, je crois, assez mal compris. Donc je terminerai là-dessus. Quel futur veut-on? Et je vous renvoie encore à un autre livre, qui est celui de Joël Mokyr, sur la culture de la croissance, Culture of Growth, dans lequel il montre l'importance de l'avènement des Lumières, dans l'avènement d'une grande phase de prospérité. Eh bien, moi, je crains aujourd'hui qu'on soit en train de sortir des Lumières, et si j'avais envie de mettre un objectif sur la table, ça serait de préserver ces Lumières. Et là encore, comment fait-on? J'avoue que je n'en sais rien tout seul, mais je pense qu'il y a une réflexion vraiment à avoir là-dessus, et c'est très fondamental pour l'avenir de l'humanité. Merci. Merci beaucoup.